mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà un titre fait ce matin la une de tous les quotidiens israéliens. Et ce titre concerne l'Iran et ce que l'on pourrait appeler les 12 diktats exigés hier par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo à Téhéran, à l'adresse de Téhéran. Le Israël Hayom titre « La fête est terminée, les Américains posent 12 conditions aux Iraniens. Si ces conditions ne sont pas respectées, l'administration Trump imposera à l'Iran les sanctions les plus sévères jamais imposées à un État souverain ». Quant au Yediot Ahronoth, il détaille dans 12 carrés en première page de son édition ces 12 exigences et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Première exigence donc des Américains à l'Iran, retrait de toutes les forces iraniennes de Syrie. Seconde exigence, arrêt des menaces contre Israël, contre l'Arabie Saoudite et contre les Émirats. Troisièmement, fournir des informations détaillées sur l'ensemble du programme nucléaire iranien. 4. Arrêter tout enrichissement d'uranium. 5. Permettre la visite des contrôleurs de l'AIEA dans tous les sites du programme nucléaire iranien. 6. Cesser le développement de missiles balistiques. 7. Cesser tout soutien des gardiens de la révolution aux organisations terroristes. 8. Arrêter de se servir de l'Iran comme État refuge pour les terroristes. 9. Cesser le soutien aux milices des Houthis et au Yémen. 10. Cesser l'armement des milices pro-iraniennes en Irak. 11. Cesser tout soutien au Hamas, au Hezbollah et au djihad islamique de la part donc de Téhéran. Et enfin 12. Libérer tous les citoyens occidentaux emprisonnés en Iran. Et les quotidiens israéliens se font également l'écho ce matin de la réponse arrogante des Iraniens. Qui est ce Mike Pompeo pour exiger de nous tout cela, ont déclaré les leaders donc du régime des Mollahs. À Jérusalem, Binyamin Netanyahou s'est félicité de cette approche ferme de l'administration Trump et il l'a qualifié de politique juste. C'est aussi en substance l'avis d'Oded Granot, le spécialiste du monde arabe du Israël Hayom, qui affirme dans son éditorial que la Maison-Blanche a décidé d'aller jusqu'au bout cette fois. Ceux qui pensaient que les Américains se contenteraient de modifications cosmétiques de l'accord de Vienne se sont trompés. De prime abord, ces exigences paraissent exagérées, radicales et même irréalistes. Et certains affirment qu'il s'agit là ni plus ni moins d'une tentative américaine de faire chuter le régime des ayatollahs. Mais sur le fond, eh bien, chacune des exigences, écrit ce matin donc Oded Granot dans le Israël Hayom, chacune des exigences énoncées hier par Mike Pompeo est logique et justifiée. Et elle repose sur une estimation, sur une conclusion dont on ne peut faire abstraction, à savoir que la menace que représente l'Iran dès aujourd'hui est peut-être même plus sérieuse que la menace que pourrait faire peser sur la région un Iran nucléaire, donc écrit ce matin Oded Granot dans le Israël Hayom. Yossi Melman dans le Maariv écrit que l'Iran se retrouve le dos au mur face à ces diktats américains. L'Iran a 3 options, soit se retirer de l'accord de Vienne, soit rester dans le cadre de l'accord et soit tenter de survivre en dépit des sanctions que les Américains vont lui imposer et soit encore enfin attendre que les choses se décantent. Pour Yossi Melman, il est évident qu'après de telles mises en garde, les sociétés et consortiums européens vont se retirer de l'Iran et suspendre leurs relations commerciales avec le régime des Mollahs. Melman estime également que la seule exigence qui a une chance réelle de se concrétiser, eh bien, c'est le retrait iranien des forces iraniennes de Syrie. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que même les Russes ont déjà émis une telle requête. Le second titre important dans la presse israélienne de ce matin et dans les journaux télévisés d'hier soir, eh bien, c'est l'hospitalisation de Mahmoud Abbas. Le raïs palestinien a été hospitalisé en début de semaine pour la 3e fois en quelques jours. Et même si les quotidiens nous montrent tous ce matin la même photo de Mahmoud Abbas en robe de chambre, entouré de ses 2 fils Yasser et Tarek dans les couloirs de l'hôpital de Ramallah, eh bien, le Haaretz nous propose une analyse d'Amos Harel qui explique que l'état de santé précaire d'Abbas préoccupe les forces de sécurité israéliennes qui redoutent la fin de la coopération sécuritaire dans l'après-Abbas. C'est donc une estimation d'Amos Harel dans le Haaretz de ce matin. Le Israël Hayom cite des sources selon lesquelles Mahmoud Abbas serait dans le coma, mais le député arabe israélien Ahmed Tibi a démenti formellement ces rumeurs. Après avoir rendu visite au leader palestinien hier, il a affirmé son état
s'est améliorée. Les quotidiens israéliens parlent ce matin encore de la Turquie. Et le Israël Hayom révèle en exclusivité que le régime turc a offert au cours des derniers jours des allocations de quelques $500 à des commerçants de l'Est de Jérusalem, apparemment via une ONG turque appelée TIKA. Résultat, des drapeaux turcs ont été plantés dans plusieurs commerces de l'Est de la capitale israélienne. Le Israël Hayom explique que l'activité de cette ONG turque ne plaît pas du tout aux autorités israéliennes qui auraient entrepris des démarches afin d'empêcher le virement de fonds en provenance de la Turquie vers l'est de Jérusalem. Maor Tzemach, le président de l'association L'Ach Yerushalayim, a déclaré au Israël Hayom que son organisation vérifiait de près l'activité déployée par la Turquie dans la partie est de Jérusalem. Les observateurs s'accordent à penser que Tayyip Erdogan entend être le sultan de Jérusalem et qu'il avance ses pions dans la capitale israélienne avec prudence et discrétion. Une semaine après les émeutes qui ont coûté la vie à une soixantaine de Palestiniens, dont 50 étaient, vous le savez, des membres actifs du Hamas, le porte-parole de Tsahal, le général Ronen Menelis, a enfin réagi aux événements le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, événements qui ont provoqué, on le sait, de très vives critiques au sein de la communauté internationale et dans les médias, en particulier dans les médias européens. Dans un éditorial publié par le Wall Street Journal, le général Menelis a accusé le Hamas d'avoir orchestré une véritable campagne de propagande terroriste le long de la frontière avec Gaza. Comment ? Uniquement en proférant des mensonges, affirme-t-il. Des mensonges qui n'ont qu'un objectif, délégitimer l'État d'Israël et prôner sa destruction. Quant à Ronen Menelis, de révéler que le Hamas a utilisé les manifestants palestiniens comme figurants dans son théâtre de l'absurde. Le mouvement terroriste a versé $14 à chacun des Palestiniens de la bande de Gaza qui étaient prêts à se rendre le long de la frontière avec Israël. $100 par famille. Toute personne qui aurait été blessée par des tirs israéliens recevait $500. Le Hamas préfère les mensonges à la vie de ses citoyens. Si pour remporter la guerre des médias face à la communauté internationale, je dois mentir comme le fait le Hamas, eh bien je préfère continuer à dire la vérité et perdre cette bataille, écrit le général Ronen Menelis. Ceci étant, côté israélien, on a repoussé catégoriquement la nouvelle résolution anti-israélienne du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a condamné, vous le savez probablement, donc ce qui s'est passé lundi dernier le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Tzipi Chotovely, la vice-ministre des Affaires étrangères israélienne, a déclaré que l'État d'Israël ne coopérera pas avec le Conseil des droits de l'homme qui a exprimé son soutien au Hamas. Et pour rester dans le cadre diplomatique, mais cette fois avec une information plus encourageante, la presse publie ce matin des images de l'inauguration hier de la nouvelle ambassade du Paraguay à Jérusalem. Des photos de la chaleureuse poignée de main hier entre le président paraguayen Horacio Cartes et le premier ministre Binyamin Netanyahou lors de la cérémonie d'inauguration qui s'est tenue au siège de cette nouvelle ambassade dans le parc technologique de Malcha. Le président Cartes a affirmé qu'il admirait l'État d'Israël pour son courage et sa capacité à se défendre. Il a déclaré qu'il avait décidé de transférer l'ambassade de son pays de Tel Aviv à Jérusalem maintenant parce que, selon lui, c'était le moment opportun. Il a souligné que les deux pays partageaient les mêmes valeurs morales et démocratiques. Cette cérémonie reflète l'amitié sincère entre nos deux pays, a encore dit le président Cartes. Quant à Binyamin Netanyahou, il a parlé de l'amitié des cœurs entre Israël et le Paraguay, a rappelé que ce pays avait protégé des Juifs avant et pendant la Shoah. Il a également souligné que la position d'Israël ne reposait pas sur la faiblesse, mais bien sur deux choses importantes. D'abord, les valeurs ancestrales du peuple juif, mais aussi la force économique, technologique et sécuritaire que nous avons développée, a déclaré le Premier ministre israélien. Et puis les observateurs soulignent qu'à Jérusalem, on est particulièrement satisfait par ces inaugurations répétées en une semaine de 3 ambassades, celle des États-Unis, du Guatemala et du Paraguay. L'on estime que dans les prochaines semaines, d'autres pays d'Amérique latine comme le Panama, l'Honduras et El Salvador, ainsi que plusieurs pays d'Europe centrale comme la Hongrie et la République de Tchéquie, ouvriront à leur tour une ambassade dans la capitale israélienne. Et puis nous terminerons ce matin cette revue de la presse par une note légèrement plus optimiste et joyeuse qui nous vient de Londres avec la publication dans les journaux israéliens de la photo officielle du mariage de l'année entre le prince Harry et Meghan Markle. On voit les mariés entourés des garçons et des filles d'honneur, mais sans leurs parents et célèbres grands-parents. Donc cette photo, on la retrouve à l'intérieur sur une double page du Israël Hayom et dans l'ensemble des quotidiens israéliens. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une première pause musicale de cette heure d'actualité et on se retrouve tout de suite après avec Jonathan Hackenbaum. Nous parlerons environnement et transition énergétique.
Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.